Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre avec vous cette discussion. Donc, dans ce qu'on a vu précédemment, on a vu que pour pouvoir évoluer positivement avec ces outils numériques, il faut une certaine forme de focus, de spécialisation et d'intention. On ne peut pas aborder ces technologies avec une passivité, sinon on va les subir et ce qui en ressort souvent, ce sont des effets négatifs. À partir du moment où on conscientise ces usages, où on vient avec une intention, où on est focus sur, conserver cet alignement avec nous-mêmes, avec nos objectifs, nos intentions, on peut retirer des, effets très positifs de cet usage du numérique. Donc je vous avais parlé de tout ce processus, d'alignement précédemment, avec la création donc, d'une identité numérique spécialisée, la création d'un accès spécialisé, un portail numérique spécialisé. Et puis on avait parlé de notion de système d'information spécialisé et aligné. Je vous avais dit que quelle que soit donc l'activité que vous voulez aborder, l'intention que vous avez d'utiliser ces outils, vous allez avoir de toute façon trois grands processus, trois grandes familles d'actions que vous allez réaliser, de tâches que vous allez réaliser pour pouvoir utiliser ces outils. Donc votre intention, elle sera opérée, réalisée ici dans la liste de tâches qui viendront, de processus et de tâches qui viendront s'ajouter dans ce bloc du milieu. Par contre, quelle que soit cette tâche que vous voulez accomplir, cette intention que vous voulez réaliser, ce projet que vous avez, vous allez avoir une liste de processus qui vont venir vous permettre de piloter cette action dans le temps et de la conserver de façon qualitative et alignée et efficace sur votre intention. Et vous allez avoir une liste aussi d'actions et de processus qui vont vous permettre de soutenir, de rendre possible cette action. Et une des premières familles de processus qui est indispensable, quel que soit le projet, quelle que soit l'action que vous voulez mener dans le monde, c'est la connaissance. En fait, c'est à la fois l'alpha, c'est de là que partent toutes vos intentions, et c'est aussi l'oméga, parce que tout ce que vous allez produire comme action dans le monde va vous renvoyer une information en retour qui va vous permettre de faire le bilan sur ce que vous avez réussi à accomplir et est-ce que vous avez atteint vos objectifs, et ça va vous arriver sous forme d'information et donc de connaissances. Donc au début, en amont de votre action, de chaque action, et à la fin de chaque action, donc de ce qui va se produire ici, vous avez à gérer de la connaissance. Je vais vous exposer ce que j'en ai déduit du processus qui permet de créer de la connaissance. Et ce processus, pour moi, est universel, c'est-à-dire qu'il s'applique à tout le monde. Et l'objectif de modéliser ce processus va nous permettre de pouvoir l'outiller numériquement, c'est-à-dire de pouvoir choisir des outils numériques, des technologies, des méthodes pour pouvoir rendre ces actions systématiques, c'est-à-dire suivre ces processus, ces différentes tâches pour pouvoir obtenir toujours en sortie le résultat qu'on escompte. Donc la gestion de connaissances, c'est le premier bloc support ici de processus que l'on va étudier. Pour moi, la connaissance est centrale et mon approche un peu singulière de la connaissance, c'est de le voir finalement comme une sorte de raffinement individuel, personnel, singulier de l'information. Donc, on va développer ça maintenant. L'objectif ici de ce que je vous décris, c'est une modélisation de processus. C'est une méthode qui vous sera utile à apprendre si vous ne la connaissez pas déjà. Un processus, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'étapes, de blocs qui vont se suivre comme ça, de choses à faire en fait, dans un certain ordre pour produire un résultat. Un processus, il faut le voir comme une boîte en fait qui produit quelque chose dans cette boîte, une machine qu'il y a dans cette boîte. Et pour qu'elle puisse se mettre à tourner, il faut qu'on lui rentre quelque chose en entrée qui déclenche son mode de fonctionnement.
et la production de ce qu'elle va faire. Et en sortie, elle va produire quelque chose en sortie. Nous, le bloc processus gestion de connaissances, ce qu'on va lui donner en entrée, on le met dans un cercle. Ici, au début du processus, et vous voyez, il y a un flux qui va se dérouler. Et en sortie, ça va nous livrer quelque chose. Et quand je vous parlais de processus, c'est quelque chose qui est censé être systématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lui donner ici quelque chose en entrée, il va nous produire la même chose en sortie. Ici, il ne peut pas produire autre chose que ça. Okay, c'est comme ça qu'on modélise en fait le processus. Par contre, ici, on a des actions qui vont se dérouler dans un certain ordre. Alors, c'est plus que des actions, c'est des gros blocs. On va voir que dedans, collecter l'information, par exemple, stocker cette information, connaître cette information. Le processus de connaissance, en fait, c'est vraiment ce processus qui va générer, vous voyez, en sortie de chaque boîte ici est un mini-processus en lui-même, puisqu'il y a quelque chose qui rentre dedans, et il y a quelque chose qui sort de cette boîte. Donc la grosse boîte gestion de connaissances, elle est un peu comme ces poupées russes, vous savez, qui elles-mêmes contiennent d'autres poupées russes. Donc en fait, tout est processus au final quand on modélise, parce qu'on peut descendre à des niveaux de plus en plus fins à l'intérieur des processus. Donc, gestion des connaissances, c'est un processus de gestion de connaissances, mais ce processus de gestion de connaissances, il a lui-même des sous-processus qui vont opérer les uns par rapport aux autres et qui vont fournir, à partir de quelque chose qui est en entrée, fournir quelque chose en sortie. Donc, l'histoire des processus, en fait, c'est pas juste un exercice intellectuel, c'est quelque chose qui nous permet de visualiser notre pensée, notre façon de comprendre le monde. Donc moi, comment je comprends la gestion des connaissances? C'est ce qui est dessiné visuellement ici, plutôt que d'écrire des pages et des pages, ça permet plus visuellement de le voir. Donc, pour moi, la connaissance, c'est quoi? C'est ici, on a au départ ici du bruit des informations, ce que j'appelle du bruit informationnel. C'est quand on se lève chaque matin, on est impacté jusqu'à la fin de la journée par un ensemble de choses qui vient à notre conscience. Ce qui arrive à notre conscience, avant qu'on le catégorise, avant qu'on puisse savoir de quoi il s'agit, c'est du bruit en fait. Et si on va dans une conception un peu fine, nos sens nous permettent de pouvoir transformer ce bruit en information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une vibration dans l'air qui est un son, ce son prend une signification dans notre conscience parce que ça va venir, cette vibration, vibrer par exemple sur mes tympans, provoquer un influx nerveux jusqu'à mon cerveau qui va interpréter ce bruit comme un son. Et ce son ensuite va être catégorisé et interprété par mon processus de cognition, ma psyché en fait, pour me permettre de dire: «OK, ça, c'est un chien qui aboie, ça, c'est le bruit d'une voiture qui passe, ça, c'est le son d'un oiseau, ça, c'est mon chat qui a faim, ça, c'est mon ami qui m'appelle» et cetera. Donc c'est avant tout un bruit. Naturellement, à l'extérieur de nous, c'est un bruit et à l'intérieur de nous, ça devient une signification, ça devient une information. Donc un bruit qui prend une signification, c'est ce que j'appelle une information. Mais ce n'est pas encore de la connaissance. C'est ce qu'on va voir. La connaissance, pour moi, c'est encore autre chose. C'est ce qui va arriver à la fin de notre processus. Donc, si on détaille ici, dans le processus de bruit qu'il y a autour de nous, notre gestion de la connaissance, pour moi, elle débute à partir du moment où ce bruit qui a créé de l'information, parce que l'information, ça se crée, on va dire, automatiquement. On n'a pas vraiment d'emprise sur comment un son devient, comment un bruit devient un son, comment une image, donc un ensemble de photons, et cetera, devient une image dans notre. Ça se fait instantanément. Je marche, il y a une pub, automatiquement, j'ai vu la pub. À partir du moment où je l'ai vue, mon cerveau, ma cognition, qui est une machine à donner de la signification, va automatiquement classer
cette structure visuelle pour en faire une image et le rapprocher de ce que je sais déjà pour lui donner du sens. Donc, nos sens permettent de donner du sens de façon instantanée à notre extériorité, ce qu'on appelle notre extériorité. Donc, le monde tel qu'on le perçoit, en soi, c'est un monde vibratoire, mais ça prend de la signification, donc ça devient le monde, notre perception à l'intérieur de nous grâce à notre cerveau. Les neurosciences ont largement documenté tout ça. D'ailleurs, on n'est pas sûr de maîtriser tout ça parce que le phénomène, par exemple, de la conscience est un phénomène assez complexe qu'on ne connaît pas encore, justement. Bref, tout ça pour dire que pour moi, donc, je fais débuter en fait ce processus de gestion des connaissances à partir du moment où on a une action qu'on peut mener dessus. Donc, ici, c'est quelque chose, un bruit qui va rentrer en résonance avec nous, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on va être proche de cette vibration et on va capter cette vibration, on va la percevoir et ça va se transformer en information. Donc, c'est souvent ici sensoriel, donc c'est ce que j'appelle le monde de l'extériorité. On a des capteurs, nos sens, et qui vont capter ces signaux et les transformer en informations que l'on va ensuite intégrer. Ce qui m'avait marqué, ce qui m'avait frappé dans un documentaire sur Arte, il y avait un neuroscientifique allemand, je vais vous retrouver ça, donc Lux Janke, donc c'est tiré de Arte, Cerveau multitâche, une illusion. Ben, ce neuroscientifique nous disait que dans toutes les secondes, notre système en fait de perception se voyait heurté, frappé, immergé par 11 millions de bits par seconde. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un bit, c'est quelque chose qui permet de mesurer de l'information quantitativement d'un point de vue informatique, mais retenez juste la valeur 11 millions. 11 millions donc de signaux qui viendraient comme ça se déverser sur nous à chaque seconde, sur tous nos sens. Okay. Et sur ces 11 millions de signaux, notre appareil de traitement de ces signaux n'est capable que d'en traiter entre 11 et 60 bits par seconde. Ce qui fait que pour le commun des mortels, on ne traite que 1 millionième, donc si on prend la quantité d'informations, de signaux qui nous arrivent, et on divise par 1 million, et on comprend une seule partie de ces 1 million, ça correspond à la quantité de signaux qu'on retient de l'ensemble des signaux informationnels, du bruit qui est autour de nous. Parce qu'en fait, on n'est pas capable de processer plus, tout simplement de traiter plus. Et donc, on va traiter sur 11 millions par seconde de signaux qui se déversent sur nous. On va interpréter avec nos sens uniquement que 11 signaux, 11 bits. Okay, et ça, c'est avec ça qu'on va percevoir, donc on va transformer qu'on va construire notre perception de ce qui est le monde dans lequel on évolue. Donc, c'est important d'avoir ces chiffres en tête pour garder une humilité importante par rapport en fait aux certitudes qu'on a sur ce qui se passe autour de nous. Okay, mais ici, mon point, c'est de dire que ce sont ces 11 bits ici, dans ces 11 bits, qu'on va choisir de se mettre en résonance avec une partie de ces bits. Donc, à l'intérieur de ces 11 bits par seconde, on ne va même pas prendre tout. Par exemple, quand vous marchez dans la rue et que vous avez un klaxon de voiture, vous avez traité ce signal comme étant une information, mais cette information, vous n'allez pas nécessairement la conserver, vous focaliser dessus, la mémoriser pour en faire une connaissance. Okay, donc ça veut dire que sur les 11 millions de bits auxquels vous êtes exposés chaque seconde, vous allez en percevoir 11, en sélectionner 11, mais vous allez rentrer en résonance avec uniquement qu'une seule partie pour pouvoir construire votre connaissance. Parce que la connaissance, comme la perception, alors la perception se construit
automatiquement dans votre cerveau. OK? L'information se construit automatiquement dans votre cerveau. Mais la connaissance, elle, nécessite une opération de raffinement, de traitement de cette information pour que ça devienne de la connaissance. C'est ce qu'on va voir dans les autres microprocessus à l'intérieur de ce processus de gestion des connaissances. Mais voilà, je voulais que vous ayez en tête ici que là, on a 11 millions de bits et nous, on va pouvoir capter ensuite que 11 bits, entre 11 bits et 60 bits. Et on va choisir de l'information ici au final qui sera inférieure à ces 11 bits d'information. Et c'est ce qu'on va collecter. Et alors, pourquoi on va collecter cette information? Ben souvent parce que d'une manière ou d'une autre, ça résonne avec nous. Je n'ai pas de meilleur terme que résonance pour décrire ça, parce que ça peut être de façon inconsciente, mais ça a un intérêt pour nous qui nous échappe. Ça peut être conscient, parce que ça a un intérêt objectif et conscient pour nous de garder cette information. Mais en fait, il y a un choix qui va s'opérer ici pour collecter cette information. Et cette information, aujourd'hui, elle est de différentes natures. Ça peut être une information de type image, ça peut être une information de type vidéo, ça peut être une information donc de type audio, ça peut être une information de type écrit. En tout état de cause, en fait, vous voyez que j'ai déjà défini les grands formats de support d'information tel qu'on le traite avec des outils numériques. Dans le monde réel, en fait, ça va ressembler à des sources très précises. Par exemple, pour les audios, ça peut être une conversation. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous avez un entretien, un rendez-vous, une discussion. Ça peut être également quelque chose que vous entendez. Vous écoutez un podcast, par exemple. Vous écoutez un livre audio, par exemple. Donc, ça peut être de l'audio. Ça peut être des vidéos. Donc, des vidéos, nous, ça va être essentiellement une des sources de vidéos que je préfère, c'est YouTube. Donc, ça va être des contenus sur les réseaux sociaux. Voilà, une vidéo qui se passe. Ça peut être des images. Vous voyez une image, marchez dans la rue, vous avez une publicité, vous voyez une image sur une vitrine ou bien sur Internet, une fois de plus. Et puis, ça peut être de l'écrit. De l'écrit, ça peut être un livre, un rapport, un fichier PDF que vous lisez. Ça peut être, vous êtes sur Internet, vous lisez un article, etc. Ou de l'écrit papier. Donc, tout ça, c'est de l'information qui est stockée dedans. Et vous voyez qu'ici, on n'est plus dans des signaux, on est dans de l'information, c'est-à-dire quelque chose qui prend du sens pour vous, que vous comprenez. Par exemple, si je prends l'exemple d'une discussion avec quelqu'un qui parle une langue étrangère, vous êtes à l'étranger, en fait, ce qu'il va produire avec sa bouche, pour vous, vous savez que ça signifie quelque chose, mais vous ne savez pas quel sens ça sera donc du bruit, ça sera de l'audio, mais vous n'arrivez pas à interpréter ou à donner du sens, votre cerveau n'y arrive pas. Donc en fait, ici, vous allez choisir d'écouter cette personne. Donc il y aura bien un certain nombre d'informations, de signaux informationnels de type audio qui vont venir à votre oreille, mais votre cerveau n'arrive pas à processer ça pour lui donner du sens, de la signification, donc ça va rester du bruit en fait. Donc à l'intérieur de ces 11 bits d'information même que vous êtes en train de traiter, il y a une très petite partie, c'est ce que je voulais dire, qui devient de l'information. Mais toujours est-il que cette information-là, elle est d'une certaine nature. Et nous, l'intérêt de le modéliser comme ça, c'est parce qu'on va essayer de traiter ces sources-là, ces supports d'information, avec des outils numériques, bien sûr. Donc, il y a une information ici qui résonne avec vous et que vous allez collecter. L'objectif quand je dis collecter ici, ça veut dire que vous allez choisir de sélectionner cette information, voyez, et d'extraire d'extraire quelque chose qui a du sens pour vous. Vous allez vous focaliser sur, mais ce n'est pas encore enregistré à ce moment-là. Quand vous faites ça, c'est juste que vous l'avez rendu conscient, tout simplement. Donc ici, collecter de l'information, c'est rendre des signaux d'information conscients, se focaliser sur cette information-là. Comme cette image que vous venez de voir, ce gars qui était habillé, déguisé en grande saucisse et qui bougeait le long de l'autoroute, paf, ça va vous capter tout de suite. Et ça, vous allez conserver cette information-là. Tiens, j'ai vu ce type-là à cet endroit-là, et ça va automatiquement commencer à générer en vous, à créer aussi d'autres informations, ou se relier à des informations. Tiens, je l'avais vu hier, par exemple.
Donc bref, ici, on n'a pas encore enregistré l'information. C'est pour ça que ensuite, il y a en sortie de ce processus de collecte d'informations qui est suspendu dans votre conscience, vous allez ensuite devoir stocker cette information parce que ça peut être stocké momentanément dans votre mémoire. Mais nous, ce qu'on va souhaiter ici, c'est stocker cette information avec des outils numériques. Pourquoi? Pour pouvoir être sûr de revenir sur ce gisement d'informations plus tard, pour pouvoir le retraiter à nouveau. Dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui et qui est excessivement stimulant d'un point de vue informationnel, le problème qui se pose, c'est que l'information arrive à nous de façon souvent non choisie. Et ça veut dire qu'on n'a pas le temps de traiter cette information correctement. Donc on va réagir sur le moment avec cette information, mais pour pouvoir en faire de la connaissance réellement, ça demande un temps choisi dédié à l'étude de cette information, à l'analyse posée de cette information pour pouvoir la transformer en connaissance. Donc, on va stocker cette information qui est importante pour nous. Donc, pour stocker cette information, premièrement, c'est de la stocker dans un système de stockage qui va nous permettre d'être sûr qu'il soit compatible avec les fonctionnalités d'accessibilité. C'est-à-dire que si je stocke cette information à cet endroit-là, est-ce que je suis sûr de pouvoir la retrouver de façon efficace? Donc, l'accessibilité à cette information dans le temps et aussi dans l'espace. Si je mets ça dans un carnet, est-ce que si je suis en vacances ou dans une conversation avec quelqu'un d'autre, j'ai toujours ce carnet avec moi pour pouvoir accéder à l'information que j'avais stockée dedans? Voire même mieux que ça, si je stocke mes informations dans un carnet, au fur et à mesure des années, il est probable que j'ai rempli des centaines peut-être de carnets, si c'est un exercice que je fais régulièrement. Mais dans 10 ans, comment je vais retrouver l'information que j'ai mis à telle page dans tel carnet parmi mes centaines de carnets? L'accessibilité donc, ici est une fonctionnalité qui est indispensable parce que pour pouvoir revenir sur cette information pour la traiter, il faut que je puisse accéder à cette information. On veut un système de stockage, évidemment, si je mets quelque chose et que je reviens, ben, je retrouve cette chose-là, c'est la pérennité. Pérennité veut dire que s'il arrive un événement aussi accidentel, par exemple, que je perde mon carnet de notes, ben, en fait, je perds mon information. Donc on voudrait un système qui nous garantisse que dans le temps, cette information soit sécurisée, soit pérenne. Sécurité de l'information, on ne voudrait pas que n'importe qui accède à ces informations. Donc on voudrait un système qui nous permette de faire en sorte qu'il y ait une sécurité aussi dans l'accès à l'information, que ce soit moi qui puisse y accéder ou les gens à qui je donne volontairement l'accès. On voudrait ensuite qu'elle soit fluide, que l'utilisation de cette information soit fluide. L'accès à l'information, il ne faut pas que ça prenne plus de 5 secondes, parce que sinon, cette friction empêche de pouvoir accéder de façon fluide à l'information et de pouvoir l'utiliser au bon moment ou de pouvoir être dans un processus de réflexion qui soit assez fluide. Si à chaque fois que j'ai besoin d'une information, ça doit me prendre 1 heure pour aller chercher l'information, évidemment, ça me coupe de ce que j'étais en train de réfléchir et de produire avec cette information. Et puis, la chose importante, on voudrait que ça soit découplé de tout matériel possible. Donc évidemment, si cette information est prise en otage par un appareil ou par un livre d'ailleurs, ben, si je n'ai pas le livre ou si je n'ai pas cet appareil, ben, cet ordinateur, je ne peux pas accéder. Donc il n'y a qu'un seul outil aujourd'hui qu'on a tous avec nous, y compris dans notre douche ou dans nos toilettes, c'est notre téléphone portable. Donc on va privilégier justement que ce soit accessible via notre téléphone portable parce que c'est un moyen d'accéder à l'information, donc une porte vers cette information, mais on va souhaiter que l'information elle-même ne soit pas dans le téléphone parce que si je perds le téléphone, si on me vole le téléphone ou si il y a un problème avec le téléphone, on ne veut pas perdre l'information. Donc l'information sera accessible à l'extérieur du téléphone dans un coffre-fort numérique, c'est ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire concrètement, physiquement, c'est un ordinateur qui est situé à des milliers de kilomètres de là où je suis, quel que soit l'endroit où je suis, et qui d'ailleurs est situé dans plusieurs ordinateurs différents pour me garantir que si un de ces ordinateurs brûle, ben, je puisse avoir une copie de mes informations qui sont sauvegardées. Et moi, je vais pouvoir me connecter
de façon sécurisée à ce coffre-fort et prouver que c'est bien moi qui veux rentrer pour accéder à mon information grâce à mon téléphone portable. Donc, c'est ce qu'on appelle le cloud, donc les services de cloud. Donc, nous, on va stocker ça dans du cloud. Donc, toute information qui sera de type écrit, image, audio, vidéo, qui est importante pour nous, qu'on veut collecter, qu'on a sélectionné, qu'on a choisi, on va la stocker dans ce système de cloud qui est le seul système aujourd'hui que je connaisse qui nous permette d'avoir une accessibilité, une sécurité, une fluidité, un découplage matériel qui est optimal. Ensuite, il y a un deuxième élément. Cette information, vous allez stocker et organiser cette information pour pouvoir la retrouver. Il faut que vous ayez un système de classement qui soit capable de prendre n'importe quelle information que vous voulez conserver, de le placer dans ce système pour vous permettre de retrouver cette information-là et pour vous permettre, pour la retrouver, déjà de le classer. Donc, on va mettre en place une arborescence qui va être unique, qu'on va retrouver partout. Comme ça, vous allez intégrer cette arborescence et vous allez pouvoir l'utiliser tout le temps, qui sera adaptée à vous, qui évoluera donc en même temps que vous évoluez et qui sera holistique, c'est-à-dire qui vous permettra de pouvoir noter et conserver et organiser n'importe quel type d'information que vous allez rencontrer et que vous allez choisir de conserver. Il y a deux types de choses qu'on va stocker par nature. On va stocker les fichiers, mais on va stocker aussi nos notes. Nos notes, c'est quoi? Ce sont nos réflexions. C'est ce que cette image, ce son, cet audio, cette vidéo a produit comme information. Donc ça, c'est vos propres productions, production personnelle d'information. C'est ce qu'on va appeler vos notes, si vous voulez. Alors ces notes-là, de toute façon, ce sont des pensées qui sont générées automatiquement en vous. Que vous les écriviez ou que vous les écriviez pas, vous allez les générer. Seulement nous, comme on est dans une démarche de systématiser ça pour pouvoir faire en sorte de maximiser notre capacité à produire de la connaissance, on veut pouvoir conserver nos notes. On veut pouvoir conserver les idées importantes qui ont jailli quand on a été exposé à de l'information qui était en résonance avec nous. Et donc, on va utiliser le cloud pour ça et une arborescence qui est adaptée à nous et qui nous permet de ranger, de savoir où on va ranger ça pour le retrouver. Bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a de l'information. Donc, c'est toujours ici de l'information qui est enregistrée, qui est organisée. OK? Et il y a déjà, ici, on a déjà ajouté quelque chose. Hein. On a ajouté ce qui a jailli de nous quand on a été confronté à cette information. Ce n'est pas encore de la connaissance. Hein, ce sont des informations. Eh bien, la connaissance, c'est la troisième étape. En fait, connaître, pour moi, c'est un événement. C'est un événement qui peut se produire ou ne pas se produire quand on a collecté de l'information et même quand on a stocké de l'information. Beaucoup de gens, en fait, stockent de l'information comme des gens qui collectionnent de l'information, mais ça ne se transforme pas en connaissance parce que réellement, ça demande de l'effort, de la discipline, de l'étude, du travail. Et c'est l'endroit où l'être humain, tous autant que nous sommes, nous avons une responsabilité parce qu'à cet endroit-là, personne ne peut le faire à notre place. C'est-à-dire qu'on peut nous choisir pour nous de l'information, on peut nous enregistrer, nous stocker de l'information et nous fournir ensuite cette information. Mais le travail de la connaissance, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Personne ne peut connaître à notre place. Alors connaître, c'est naître avec. Hein, c'est co et naître. Naître avec quelque chose. Naître avec quoi? Ben, naître avec cette information qu'on a organisée, qu'on a stockée et qui a jailli en nous. Il va falloir faire un travail. Un travail, ça veut dire qu'il va falloir produire un effort pour faire en sorte que ce qui nous apparaît comme étant quelque chose qui a du sens, a priori, une information donc, devienne quelque chose qui soit tellement intégré à nous qu'on n'est plus capable de pouvoir distinguer ça comme quelque chose d'extérieur à nous. Cette information n'est plus quelque chose d'extérieur à nous, mais ça devient quelque chose qui nous constitue nous-mêmes. Je vais prendre une analogie pour permettre de comprendre ça. Quand vous prenez un aliment, quand vous mangez, vous avez le processus de digestion, de se nourrir. Tout ce processus-là, en fait, n'a qu'un seul but. C'est de prendre quelque chose qui est à l'extérieur de vous, de l'intégrer en vous,
pour le transformer en autre chose, en quelque chose de totalement intégré à vous. C'est-à-dire que vos aliments vont constituer, la structure de votre corps et vous fournir de l'énergie. Globalement, c'est à ça que sert, la nourriture. Bon, au passage, vous êtes gratifié par du plaisir parce que si c'était pas agréable, personne ne mangerait. Mais d'un point de vue de votre corps, l'objectif ici, c'est de faire en sorte de récupérer un apport, du carburant, de l'énergie pour fonctionner et de la matière pour constituer la structure de votre corps. Donc littéralement, notre corps est fabriqué et se structure à partir de ce qu'on mange. Donc, de la même façon que vous n'êtes pas capable de savoir dans votre musculature actuelle, quelle est la somme, à quel endroit sont situés les hot dogs que vous avez avalés, les Big Mac que vous avez mangés ou les salades que vous avez ingérées, parce que tout ça, ça s'est intégré à vous et ça a pris une forme qui est vous, en fait. De la même façon, c'est la même chose pour la connaissance. La connaissance, c'est une forme de digestion de l'information au point d'en extraire finalement de la substance qui va nous permettre de nourrir notre connaissance qu'on a déjà de façon complètement intégrée. Donc ça suppose deux actions. L'action de comprendre, qui est de prendre avec, donc ça c'est quand toute la première partie de la digestion, à partir du moment où on met l'aliment dans sa bouche et que ça atterrit dans notre estomac, tout ce, toute cette partie-là, la mastication, avaler et stocker ça dans son estomac, c'est la compréhension. De la même façon, quand on ingurgite une nouvelle information, on va faire l'effort de découper cette information qui est certainement plusieurs concepts, plusieurs idées qui sont assemblées dans un argumentaire que l'on voit dans ce livre ou qu'on entend dans une discussion. On va essayer de détacher ça comme quand on mastique et puis qu'on sépare avec notre salive, avec notre mastication, on sépare les aliments en blocs plus petits pour pouvoir ensuite extraire des éléments nutritifs. On va faire la même chose, on va comprendre. Comprendre, ça consiste à faire ça. Et ça demande de l'effort, de la même façon que notre digestion prend presque un tiers, il me semble, voire même plus, je ne sais plus de tête, de notre énergie dans la journée. Ben, ça va être la même chose pour la connaissance. Comprendre, ça prend des efforts de cognition pour séparer les concepts, les isoler, euh, essayer de leur donner du sens d'un point de vue atomique. Et puis ensuite, comprendre pourquoi ils ont été agencés de cette façon-là, les briques d'information, pour donner cette signification-là. Et ensuite, il va falloir faire une deuxième chose, une fois qu'on a accès à, à cette compréhension, donc une fois que c'est dans notre estomac euh, informationnel, il va falloir ensuite digérer ça. C'est-à-dire relier, finalement, la digestion, c'est quoi? Après que ce soit dans votre estomac, votre corps va faire passer ça lentement dans un processus toujours de raffinement et de séparation. Il va retirer les éléments nutritifs, il va les faire passer dans votre sang pour ensuite les envoyer aux organes qui vont être capables d'utiliser ça pour construire votre corps, votre structure, l'entretenir et stocker de l'énergie. Et donc, la même chose, une fois que vous aurez compris quelque chose, vous n'êtes toujours pas dans la connaissance, il va falloir faire une deuxième étape qui est l'étape où vous allez transformer, extraire de cette compréhension quelque chose qui est totalement en accord, qui vient nourrir totalement votre propre vision du monde, votre propre compréhension du monde que vous avez déjà. Donc c'est un moment où vous allez relier une compréhension à votre connaissance déjà existante pour la faire grandir. Si on imagine que votre connaissance est un arbre avec des branches et sur lesquelles il y a des concepts et des choses que vous savez, ben c'est le moment où à cet arbre, vous allez prendre quelque chose d'extérieur, la compréhension, et vous allez venir l'attacher à cet arbre de façon tellement intégrée à l'arbre que ça fait maintenant partie de l'arbre. Donc, connaître, c'est naître avec, donc c'est prendre avec, prendre de l'information à l'intérieur de soi,
et ensuite digérer cette information pour renaître avec, en étant quelqu'un d'autre. Donc c'est ce que connaître en fait, c'est, un processus de conscientisation en fait. C'est prendre conscience et transformer quelque chose que l'on prend dans le monde, une information, pour ensuite la relier à soi, à son intériorité, à sa compréhension du monde, à sa connaissance du monde. Donc c'est comprendre, prendre avec et connaître. Voilà les 2 étapes du processus de connaissance. Que chacune de ces étapes aujourd'hui, on peut les outiller et les accompagner de façon numérique pour retirer, la quintessence, de notre efficacité, de notre efficience à bâtir des connaissances, de la connaissance à partir de l'information. Donc c'est ce qu'on verra, dans les prochaines vidéos. Je vous dirai comment moi aujourd'hui j'ai outillé ce processus pour ne pas que ce soit uniquement old school, c'est-à-dire je vais vous expliquer comment moi je fais numériquement et si ça peut vous inspirer, pour faire de même, pour certains blocs, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'intégrer tout mon processus, mais vous nourrir de ça pour certains blocs, ben en fait j'aurais atteint mon résultat pour ce faire. Mais l'objectif donc finalement du processus de gestion de connaissances, c'est de transformer de l'information à laquelle on est exposé et qui résonne avec nous en connaissances, tout simplement. Et les connaissances étant quoi? Étant grandir en conscience pour faire en sorte que cette information soit tellement intégrée à nous qu'on puisse construire, concevoir le monde avec cette information et qu'on puisse construire et proposer quelque chose de singulier qui est notre vision du monde à partir de cette information. Voilà pourquoi je disais que c'était l'alpha et l'oméga, parce que ça va nous permettre de grandir en conscience, mais grandir en action, grandir en connaissance. Donc c'est très très important. Voilà, je vais arrêter là. Dites-moi si vous modélisez autrement ce processus de connaissance. Dites-moi s'il y a des choses qui sont moins claires pour vous éventuellement en commentaire. Et soit je développerai l'idée, soit je rebondirai dessus, ou soit je grandirai aussi en connaissance grâce à ce que vous allez m'apporter comme information. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.